va vous ramener au quotidien, parce que le hasard, il est dans notre quotidien, et notamment, il est dans le quotidien des entreprises, dans le quotidien des services publics dans lesquels vous passez 8 heures à travailler, puis après du temps aussi en tant qu'usager ou en tant que client. Et la question à laquelle on a eu envie de répondre, c'est: peut-on gérer le hasard? Le hasard se gère-t-il au sens de est-ce qu'on peut manager le hasard? Notre terrain de jeu à nous, ce sont les organisations, c'est-à-dire un ensemble finalisé avec un but, un objectif, des moyens, comme une entreprise. Les grandes entreprises, elles ont été inventées au début du XXe siècle. Vous voyez ce pauvre Charlot dans les temps modernes se débattre avec sa chaîne de montage. C'est ce qu'on appelle le taylorisme, c'est-à-dire l'organisation scientifique du travail, qui est une première tentative pour essayer de maîtriser le hasard dans une grande organisation, comme le sont les usines Ford, par exemple, qui naissent également à ce moment-là. Alors, on voit bien sur ce petit film que, bien sûr, diviser les tâches, les standardiser, ça paraît efficace jusqu'au moment où l'aspect humain se mêle de ça et ça provoque évidemment un accident. Donc, on va vous parler toutes les deux à la fois des organisations privées, des entreprises, grandes ou petites, mais également des services publics, puisque nous sommes toutes les deux, moi plutôt spécialiste du management public et Anne Marchais ici plutôt spécialiste du management privé. Tout ce que l'on va vous raconter va être basé peut-être sur la petite nuance. On a entendu ce matin à l'ouverture qu'on mêlait assez hasardeusement, si j'ose dire, risque et hasard. Et en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans les entreprises, dans les services publics, on va essayer de contrôler le risque. Mais est-ce que réellement on peut contrôler le hasard? C'est un petit peu la question à laquelle on va essayer de vous répondre. Alors Anne, quand on décide dans une organisation, quand on cherche à contrôler un certain nombre de choses, est-ce que c'est du risque ou du hasard? Donc on retrouve à gauche de l'image l'homme qui va vivre dans un univers inconnu. On revoit les étoiles, le ciel étoilé. Univers inconnu, extraordinaire, peut-être même merveilleux, mais ce n'est pas celui de la gestion. Non. Dans les approches standards de gestion, on ne va pas parler de hasard, on va parler de risque. Et le risque, on va chercher à le gérer par des décisions. Le risque est associé à la notion de décision, qui seront vues comme des choix de gestion rationnels. Donc la décision est elle-même liée à une notion, à une forme de rationalité. Et on peut voir que si on est dans un univers certain, au centre en vert, alors les conséquences des événements seront complètement déterminées, il y a du déterminisme, surtout pas de hasard, mais il n'y a pas non plus de risque à proprement parler, et il n'y a pas de décision non plus à prendre. Par contre, quand on passe dans un univers incertain, ça va être celui du risque. Il sera probabilisable ou non probabilisable. On pourra faire des probabilités subjectives d'ailleurs dans ce cas-là. Et le risque, ça va être un calcul rationnel et une probabilité. Plus précisément, c'est la probabilité que se produise un événement dont on redoute les conséquences. Pour gérer le risque, on va évaluer la probabilité, on va estimer le caractère négatif des conséquences, et puis on va chercher des solutions qui vont réduire les coûts. Donc il y a des techniques de gestion du risque, et la gestion du risque s'est désormais largement développée dans de nombreux domaines. D'abord la production, où l'on évitera les accidents de personnes, pour refaire le lien avec la petite vidéo de tout à l'heure. Mais on gérera aussi le risque financier, des risques juridiques et sociaux, par exemple. Ainsi, la gestion du risque va s'inscrire dans une logique de contrôle qui cherche à exclure le hasard. Un premier moyen de contrôler, qui est historiquement inventé dans la sphère publique, c'est ce qu'on appelle la planification. Alors, dans le fond, l'invention de l'État, si on remonte à ça, c'est un bon moyen de commencer à contrôler une population avec des frontières, avec des règles. Et de ces États naissent ces plans. La planification, c'est l'idée de poser à plat nos objectifs, mais également nos ressources et comment on va attribuer certaines ressources à certains objectifs sur du temps moyen,
2 ans, 4 ans, 5 ans. Les plans étaient plutôt des plans quinquennaux. Donc l'État planificateur naît plutôt en France après la Seconde Guerre mondiale. La planification, elle est abandonnée en 2005, mais elle renaît. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du haut commissaire à la planification, qui est François Bayrou, qui a été nommé en 2020. Alors, ce que l'on connaît surtout de la sphère publique en matière de contrôle du risque et de contrôle du hasard, c'est cette fameuse bureaucratie. Vous vous souvenez peut-être des 12 travaux d'Astérix et de cette maison qui rend fou. Le pauvre Astérix, il doit se procurer le laissez-passer à 38. Sauf que ce laissez-passer à 38 suppose de faire face à la bureaucratie romaine. Alors la bureaucratie romaine, qu'est-ce que c'est? Max Weber, sociologue bien connu, a établi ce terme de bureaucratie comme quelque chose de très positif. Ça n'était pas la bureaucratie qui rend fou. C'est un moyen de moderniser l'action publique ou privée. On va vous expliquer après que ça a été exporté dans le privé, en rationalisant l'action. Alors comment on rationalise? On va diviser les tâches. Chacun a une tâche précise. On va imposer une hiérarchie, mais qui permet une professionnalisation des agents. Et on va écrire une procédure. Alors tout ça paraît d'une banalité affolante aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il y a un siècle, ça a permis de rendre plus efficace un certain nombre d'organisations, notamment publiques. C'était destiné à réduire le hasard, sauf que Astérix et Obélix, les pauvres, ils se perdent dans ces couloirs de la bureaucratie qui a un certain nombre de travers. Alors Anne, Henry Mintzberg, que l'on cite, c'est un chercheur canadien bien connu qui s'est intéressé à la planification stratégique dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, en effet, Henry Mintzberg a bien analysé, au fond, a bien mis en valeur la contradiction interne de la planification stratégique d'entreprise, c'est-à-dire que l'action va supposer la liberté de l'agent. Donc quelque chose qui fera des frottements, des irrégularités. Et puis, par contre, la planification suppose une certaine forme de prévision qui, elle, va s'appuyer sur une généralisation et une forme de déterminisme. Et telle qu'elle était conçue, la planification stratégique d'entreprise n'arrivait pas à endosser et à gérer cette contradiction. Pour autant, la logique de contrôle à partir du cadrage de l'activité est aujourd'hui extrêmement répandue, notamment en ce qui va concerner la gestion de projet. Parce qu'on va commencer par un cahier des charges, on va planifier les activités, on va définir ex ante les objectifs à obtenir, à atteindre, ce qui fait que l'on va devoir à ce moment-là et pouvoir gérer du risque en repoussant le hasard en dehors de la sphère de gestion du projet. Néanmoins, si la gestion du risque semble devoir prendre beaucoup d'importance aujourd'hui, un autre phénomène est en train de monter, qui a été repéré d'ailleurs dès les années 70 par des chercheurs, parce qu'en réalité, il y a une interconnexion de plus en plus de différentes dimensions, non seulement la dimension économique, mais les autres dimensions aussi, que ce soit sociale, on va parler de responsabilité sociale des entreprises, par exemple, ce qui va faire que la limite entre organisation comme entité et l'environnement de l'organisation se floute de plus en plus. D'où cette expression que les organisations ont tendance à disparaître en tant qu'unité distincte et limitée. Ce qui va évidemment poser des problèmes de gestion de ces organisations et ce qui va se traduire, qui va réintroduire dans la gestion une notion de hasard, ce dont on peut voir un exemple, notamment par exemple par la définition de la qualité, où vous voyez cette définition de la norme de 2015 qui nous dit « La qualité des produits et services d'un organisme est déterminée par la capacité à satisfaire les clients ». Bon, ça c'est logique, hein, c'est de la gestion classique, mais par aussi l'impact prévu, bon, ça va, on peut prévoir, et imprévu, là, ça dérape, sur les parties intéressées pertinentes.
ça renvoie aux théories des parties prenantes, mais surtout, peut-on déterminer les parties intéressées pertinentes? Peut-on le déterminer ex ante? Que se passe-t-il au cours du temps? Et là, l'évolution dans le temps va entraîner l'imprévu, va entraîner l'intervention de nouvelles parties prenantes. Et donc, c'est une réintroduction du hasard. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans une situation où la mondialisation, l'interconnexion va engendrer des transformations profondes, non seulement de la société, mais aussi des organisations. Et on va se retrouver dans cette espèce d'univers inconnu qui va être celui du hasard, qui est en train d'émerger, de surgir, avec l'imprévisibilité, le surgissement d'événements et des irréversibilités qui vont se produire. Au point que ça n'a pas été, ça a été vu par des chercheurs en gestion, et au point que certains, on va parler d'un monde mouvant, d'autres vont parler d'un monde fluide, on passe dans un monde fluide, vous voyez, qui est très évolutif, et où certains chercheurs, vous voyez, ont pu dire des gens avisés. Donc attention, c'est pas rationnel cette fois-ci, c'est avisé, il y a une nuance sur laquelle on pourra revenir, savent qu'ils ne comprennent pas complètement ce qui est en train de se passer, car ils n'ont jamais vu ce phénomène précis auparavant. Donc là, on a une contradiction entre justement le caractère normatif et la singularité, les singularités des actions qui sont en cours, qui sont en train de se produire. Alors Anne, je vois le temps filer. Pardon. Petit exemple Volkswagen. Très rapidement, vous vous souvenez peut-être du cas de Volkswagen où en fait le calculateur moteur avait été calculé pour répondre à des tests qui étaient prévisibles. Et puis ce qui se produisait dans la sphère industrielle a fuité dans d'autres sphères. C'est bien cette interconnexion des sphères. Et donc, on va avoir la sphère économique. Nous avons brisé la confiance de nos clients, nos concessionnaires, nos employés. Donc, on va avoir les éléments de la chaîne de valeur. Mais ça a encore plus fuité et c'est devenu, à l'international, un scandale dénoncé comme une forme de vol du contribuable et de l'État. Donc, c'était la ministre française de l'écologie qui exprimait ça. Donc, on passe de la sphère industrielle à l'univers de l'écologie, à une dimension internationale. Donc, on quitte le risque, on a quitté le risque pour entrer dans une gestion de crise à ce moment-là. Mais le temps est important dans le hasard, particulièrement important, et si on regarde l'entreprise ayant survécu, on s'aperçoit 6 ans plus tard que le niveau de l'action n'a jamais été aussi haut, ni l'affirmation écologique de l'activité, puisque là, vous avez les voitures électriques. Donc, ce qui relativise et donne l'importance du temps dans cette gestion des crises, avec cette irruption, en fait. On a la chance de travailler dans le même laboratoire pour lequel je fais un peu de publicité. Le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action. Alors, c'est un laboratoire pluridisciplinaire, comme son nom l'indique. Et donc, on a des chercheurs qui travaillent sur la sphère privée, comme Anne, et puis des chercheurs comme moi qui travaillent sur la sphère publique. Et en fait, pour ce qui est de la sphère publique, ça ne marche guère mieux. La gestion du risque, la gestion de crise, cette espèce de tentative de désespérer, de contrôle du hasard. On a appelé ça, nous, le management public. Et même le New Management Public ou le New Public Management. C'est une mode importée des États-Unis dans les années 80 en Europe, notamment via les grandes organisations internationales, via les cabinets de conseil, et qui consiste tout simplement à utiliser des outils du privé, dont on a parlé, de la gestion de projet, du marketing, du contrôle de gestion, dans les organisations publiques. Il y a un ouvrage qui a été paru aux États-Unis qui s'appelait In Search of Excellence, dont on se moque souvent parce que c'est un ouvrage qui expliquait quelques principes de bonne gestion des entreprises américaines, en citant les 50 entreprises florissantes à l'époque qui ont toutes fait faillite quelques années après. Ce qui tente à prouver simplement que des principes de gestion financière, y compris dans l'entreprise, ne sont pas forcément les meilleurs face au hasard et face au risque. Et alors, dans la sphère publique, encore moins. Est-ce que réellement on peut faire du marketing pour un territoire sans heurter la valeur de ce territoire? Est-ce que réellement
on peut appliquer des critères financiers, comme le fait la tarification à l'activité, la T2A, dans la gestion de l'hôpital. On a tout un groupe de chercheurs dans notre laboratoire notamment, qui font un travail de longue haleine, on appelle ça un travail longitudinal sur plusieurs années, dans les hôpitaux, pour étudier les actes pratiqués par les médecins et regarder si ces actes correspondent, les médecins et tout le personnel soignant en vérité bien sûr, si ces actes correspondent réellement à ce qui est tarifié, à ce qui est financé. Parce que l'idée c'est que l'État, pour réduire l'aléa, accorde un budget aux hôpitaux en fonction des actes qui sont codés. Eh bien, la réponse est évidemment non. Quand on est dans un service de soins palliatifs au quotidien, le réconfort, des soins aussi de confort en fin de vie ne sont pas codés. Donc, on ne peut pas maîtriser cet aléa quotidien d'un service hospitalier, encore moins en gestion de crise. Tout le monde maintenant connaît ce problème depuis la fameuse crise Covid. C'est la raison pour laquelle la réponse à notre première question qui était « peut-on gérer le hasard ?» Eh bien, c'est non. Non, on ne peut pas gérer le hasard, on peut gérer le risque. Dans certaines circonstances, bien sûr, il est important d'avoir des structures organisationnelles. Vous n'avez pas devant vous de nihiliste qui vous dirait que l'entreprise, le service public organisé, ça ne sert à rien, bien au contraire. Mais peut-être qu'on peut lui faire une place à ce hasard différente dans ces organisations. Peut-être qu'on peut essayer de s'en faire un allié. Peut-être qu'on peut gérer avec et même grâce au hasard. Et c'est à cette dernière réflexion qu'on va vous inviter pendant les 10 grosses minutes qui nous restent. Alors Anne, est-ce que comme le retour du Jedi, il y a un retour du hasard historique dans le fond, hein? Oui, Madina. En fait, il existe de nombreuses manières d'aborder le hasard dont on peut s'inspirer. Et on peut s'inspirer, alors attention, je ne fais pas une analyse historique, hein, je m'inspire et j'adapte des approches qui sont différentes. Donc je prendrai 2 exemples. Le premier pour nous donner à réfléchir sur la relation risque et hasard. Et le deuxième qui viendra après, pour réfléchir aussi sur la manière dont le hasard va introduire de la singularité de l'action dans la planification. Donc, premier exemple, vous avez devant vous une poterie qui est au Louvre, grec, et dans cette poterie, vous voyez Zeus qui est au centre, et donc Zeus, on pourrait le traduire comme le principe de l'action. Hein, on est bien d'accord, c'est un parallèle, c'est pour faire de la créativité aujourd'hui et comprendre mieux. Donc Zeus, principe de l'action, et vous voyez, vous connaissez cette histoire d'Athéna, la déesse de la sagesse et de la raison, qui sort de la tête de Zeus. Aujourd'hui, ça serait un peu adapté à la rationalité, la planification. La décision, ça serait la déesse de la décision telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. C'est un terme historique. La décision, il y a toute une histoire pour ça. Donc, ça serait la déesse de la décision telle qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, pour autant, si Athéna avait un père, elle avait aussi une mère. Vous souvenez-vous de qui était la mère d'Athéna? On l'oublie souvent. Eh bien, c'est Métis. Et Métis, vous la voyez, c'est elle là qui est accroupie sous le trône de Zeus. À la suite d'une prédiction, Métis, qui était la première femme de Zeus, il était dit que, nous raconte Hésiode, hein, il était dit qu'elle aurait un deuxième enfant qui serait un fils aux mœurs cruelles et qui détrônerait son père. Alors comme il y avait une habitude, je dirais, de détrôner les pères depuis plusieurs générations, Zeus n'en avait pas tellement envie. Et il a joué avec Métis qui pouvait se transformer. Et à un moment, il dit « Oh, mais et si tu transformais en eau ?» Alors Métis se transforme en eau et là, hop, il avale Métis. Donc Métis est l'eau à l'intérieur du corps de Zeus. Mais aussi, nous dit Hésiode, elle le conseille depuis l'intérieur et de son corps et elle va lui faire discerner le bien du mal. Donc il y a l'idée du discernement chez Métis. Et dans la rationalité, ça va pas être, il n'y a pas cette notion de discernement, il y a la notion plutôt de calcul. Donc l'une, Athéna, la raison, la décision, est fille de Métis, et en même temps, elle ne se rencontre pas.
Donc il y a un lien très subtil qui peut beaucoup nous inspirer. Et Métis, donc Athéna sera capable de gérer le risque, Métis sera plutôt du domaine du hasard. Et nous dit Jean-Pierre Vernant, à l'homme avisé, sa Métis apporte le succès, là même où il semblait au départ impossible. Et nous avons beaucoup d'exemples historiques qui montrent bien ça. Donc ce serait une forme d'intuition, c'est ça, hein? Bon, le terme intuition est indiscutable, mais il y a quelque chose dans cette idée-là, mais là, ça serait tout un programme. Alors, autre chose, pour vous montrer un peu le contraste entre l'action et la planification, c'est encore un autre chercheur qui parlait des Indiens Naskapi. Et il disait, voilà, les Indiens Naskapi, ils font la chasse. Les hommes se rassemblent, ils vont chercher leurs armes, et puis ensuite une étape où ils vont partir à la recherche du gibier, et puis ensuite, il va y avoir une troisième phase où ils vont tuer le gibier, puis une quatrième où ils vont revenir. Bien. Donc on voit une chasse, on voit toutes les chasses. Oui, peut-être. Mais que se passe-t-il? Avant la chasse, le chaman met un os de caribou sur le feu et ça va faire des craquelures. Et il va interpréter les craquelures pour dire dans quelle direction les chasseurs doivent partir. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va réintroduire du hasard dans une pratique pour éviter des habitudes, pour éviter une forme de normalisation du comportement. Pourquoi? Parce que le gibier, sinon, va apprendre de la répétition des chasses et va se déplacer dans d'autres endroits de manière à ce que les chasseurs ne puissent pas les atteindre. Voilà, alors de la même manière, dans les entreprises et dans les organisations publiques, le hasard peut être source, dans le fond, de facteurs de succès, hein, exactement comme on va à la chasse quand on est un Indien, on va chercher à être meilleur que ses concurrents, à être compétitif ou à mieux servir ses usagers, suivant le type d'organisation, et le hasard donc peut être utile. Alors on a choisi 2 thématiques dans lesquelles le hasard est utile concrètement en entreprise et en service public. La première, c'est l'innovation, on va vous en dire un mot. Et la deuxième, un peu plus mystérieuse, mais qui est une grande spécialité historiquement, il y a une chaire de prospective au CNAM, c'est la question de l'anticipation. Alors la première question, celle de l'innovation, c'est mon sujet de recherche. Est-ce qu'elle est fille du hasard, un petit peu comme c'est raconté dans les nouvelles de Marcel Aimé? Ben oui, pour ceux d'entre vous qui étaient à la conférence introductive, mais alors fallait avoir le don d'ubiquité, on a eu un petit discours de Frédérique Vidal, notre ministre de la Recherche, qui nous a rappelé la notion de sérendipité. C'est la capacité à inventer par hasard, bien connu de cet exemple, Alexander Fleming, que vous avez là en photo, qui découvre la pénicilline parce qu'il était, vous me pardonnerez le terme, bordélique et qu'il laissait traîner tous ces tubes à essai, ces pétris. Il part en vacances, il revient et il s'aperçoit qu'une colonie de champignons est arrivée dans son pétri et que manifestement, elle a des propriétés antibactériennes. Mais il ne se contente pas de regarder ça d'un œil distrait, de le jeter, il est quand même formé, il est scientifique. Il a un mindset, si j'ose dire, qui lui permet d'interpréter ce hasard. Et c'est tout cet art de mettre en musique, puisqu'il est question d'art aussi pendant ces 3 jours, de mettre en musique ce hasard dans les laboratoires d'innovation. Toutes les grandes entreprises ont un laboratoire d'innovation où elles en utilisent. Et aujourd'hui, les services publics mettent en œuvre également ce qu'elles appellent des labs. Alors, c'est plus Alexander Fleming et sa sérendipité, regardez. C'est plutôt la valse des post-it. Hein. Ça vous rappelle certainement des séances de brainstorming, de facilitation, de design thinking, enfin, tout ce qui est en ing fonctionne assez bien en ce moment. On va parler de start-up, y compris dans le service public. Hein. Moi, c'est plutôt mon champ d'action. Alors, c'est quoi ces principes d'introduction, de réintroduction du hasard? Mais déjà, on va essayer de mélanger sur un même objectif des personnes d'origines différentes, de qualifications différentes pour ce qui est des fonctions, hein, des gens de marketing, de communication, de production, mais aussi, pourquoi pas, quand on est sur des fonctions différentes, des fonctionnaires de catégorie A, B, C, avec l'idée que plus on va diversifier
l'origine, soit en termes de formation, soit en termes de compétences, plus on va limiter les biais cognitifs. Et ce sont ces biais, hein, ces ancrages que l'on a, sociologiques ou liés à notre formation, qui vont brider la créativité. Et puis, il va y avoir des outils de facilitation. Il va y avoir des médias aussi. On peut utiliser l'art, on peut utiliser le design, en tous les cas l'intervention d'une tierce personne, pour favoriser l'émergence d'inventions qui après eh bien, vont être diffusées et donner lieu à l'innovation. Alors, j'ai rencontré, quand je suis arrivée, dans le hasard de la queue, un médecin qui m'a dit qu'il était neurologue spécialiste des sciences comportementales, notamment que l'on utilise en management. Et là, attention, est-ce que essayer d'induire des comportements chez les individus, ce qui fait partie vraiment des choses un petit peu à la pointe aujourd'hui dans les questions d'innovation, c'est pas rebrider le hasard. Alors pour le bien commun, hein, vous voyez, on vous déguise des poubelles en panier de basket, pardon, je spoil la suite, dans le métro, ça vous incite à jeter vos mégots là-dedans et pas par terre, ça fait évidemment faire des économies et c'est très bien. Mais là, plus de hasard. Hein, les sciences comportementales, ça fait partie de ces outils innovants sur lesquels on peut se questionner, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Deuxième chose sur laquelle on voulait réintroduire le hasard utile pour la vie de l'entreprise, le hasard utile pour la vie de l'État, c'est la question de l'anticipation. Je vais laisser Anne terminer parce que c'est sa spécialité. Oui, merci. Donc l'anticipation est-elle sœur du hasard? On avait la mère et la fille, existe-t-il une sœur? On l'a vu, ce matin aussi ça a été évoqué, la question du temps est très importante dans l'action avec le hasard. Et ça va ouvrir des portes, en fait, à des recherches qui sont actuellement en train de se structurer sur l'anticipation. Et quand on va chercher à travailler sur l'anticipation, on va travailler aussi sur des avenirs, sur des futurs. Et à ce moment-là, on va se poser des questions, c'est-à-dire souvent, ceux qui font de la prospective connaissent le cône des plausibles. Mais le cône des plausibles ne serait-il pas un univers du risque? Et justement, ne faut-il pas de la créativité? Parce que ce qui pourra se produire ne serait-il pas du domaine du hasard, c'est-à-dire en dehors du cône des plausibles, en dehors du risque, là où le hasard règne? Voilà, on vous laisse sur cette interrogation. Vous avez compris, et je laisserai, je ne veux pas spoiler la synthèse, mais que pour nous, il est difficile de gérer le hasard. Bien sûr, nos organisations ont inventé depuis un certain nombre d'années des outils, des cadres également, des règles pour normaliser, pour planifier plutôt le risque. Et que le hasard, il ne faut pas pour autant s'en faire un ennemi dans l'organisation. Il faut le réintroduire, il faut lui laisser toute sa place pour favoriser la créativité qui permet les innovations, qui sont source de croissance économique, mais également de progrès social, notamment lorsqu'elles sont activées par les organisations publiques. Et puis, cette réintroduction du hasard, elle permet la pérennité des organisations, puisqu'elle leur permet d'anticiper, en tous les cas, de chercher à anticiper les turbulences de leur environnement et la survenance de hasards possibles. Voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir fait l'effort d'accéder à cet amphi Fourastier et on est disponible pour vos questions. Merci pour la conférence. J'ai une question sur l'organisation de la recherche et sur son financement, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, vous avez dû sûrement vous y intéresser. Quel est votre avis sur la question, sur le fait de donner des financements sans orientation sur les objectifs, ou au contraire de cadrer au maximum la recherche dans des axes précis? Merci pour votre question, qui est une tricky question, comme on dirait, parce que on est partie prenante de cette recherche, bien sûr, nous sommes des acteurs, donc on a un regard qui n'est pas très objectif, hein, et pour le coup, on n'est pas forcément des spécialistes de la recherche sur la recherche. Alors moi, je dirais en première intention qu'il faut probablement maintenir les deux systèmes en parallèle, puisque flécher la recherche sur des objectifs, on voit que ça a réintroduit cette question d'indicateur de succès
donc de mesurabilité, c'est toute la question de la mesure de la recherche, qui est certainement nécessaire en partie, mais qu'il faut aussi avoir une variable plus libre, ce que nous on appelle des appels blancs, c'est-à-dire des appels qui font source, qui laissent la place au hasard. La question, c'est assez similaire à la question que j'évoquais de la tarification à l'activité dans l'hôpital. Le gouvernement n'est pas du tout sourd, évidemment, aux appels des médecins, en tous les cas pas complètement. Et il est question, en fait, d'articuler cette tarification à l'activité, qu'elle fasse, par exemple, 50% du chiffre d'affaires du secteur hospitalier, si j'ose dire, et puis que l'attribution des finances soit pour 50 autres % liée à d'autres facteurs plus qualitatifs. Et donc, la question que vous posez, pour moi, elle soulève la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on va évaluer les produits de la recherche? Je ne sais pas si Anne a une réponse plus... Oui, le problème de l'évaluation va être lié à celui des objectifs. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'avoir les deux options. Le problème, c'est de savoir à quels objectifs chacune des options doit être attribuée. C'est le seul problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas opposition. Il doit y avoir une réflexion en amont parce que le type d'objectif n'est pas le même. Après, il y a une question de temporalité. C'est objectif à quelle échéance? Selon l'échéance, du coup, l'évaluation ne sera pas la même. Donc ça, c'est très important parce que derrière, il va y avoir littéralement des jeux de pouvoir pour savoir est-ce que j'évalue avant, est-ce que j'évalue après. Et là, c'est un jeu qui est un jeu d'ordre, oui, du pouvoir de manière générale et qui doit être compris en tant que tel. Donc, il ne faut pas confondre ce qui va être de l'ordre de la recherche elle-même, des résultats de la recherche, et ce qui va être de l'ordre des jeux de pouvoir autour des objectifs recherchés, de la durée et des modalités d'évaluation. Mais je maintiens, ça n'est pas dis-moi comment tu évalues en ce type de matière. Hein. Ce matin, enfin tout à l'heure, c'était pas le même type on était dans quelque chose de plus déterministe, mais là, dans les relations humaines, c'est plutôt dis-moi quand tu évalues, et à ce moment-là, on aura des résultats qui ne seront pas les mêmes. Donc on dirait une recherche avec des objectifs fixés qui est évaluable plutôt à court terme et qui est une reprise en main du politique, hein, si je résume, et puis qui devrait cohabiter avec une recherche qui permet un peu plus de liberté aux experts et qui suppose une évaluation en plus long terme et qui est une évaluation plus sociétale dans le fond. Hein. Est-ce que justement cette recherche, disons, des financements blancs ou bien sur des thèmes précis, ça s'est pas retrouvé quand la recherche a été organisée en France au début des années 50, où on a créé des instituts de recherche très puissants avec un but précis, l'INSERM, le CEA, etc. Et puis une espèce de groupe d'électrons libres avec une thématique beaucoup plus ouverte qui était le CNRS. Et ce qui me fait peur, c'est qu'actuellement, c'est plutôt le CNRS, justement, ce groupe qu'on ne sait pas évaluer à court terme, que beaucoup d'hommes politiques ont envie de voir disparaître. Alors, les circonstances ne sont pas les mêmes. Et ça, en gros, il ne faut pas du tout sous-estimer le rôle des circonstances historiques. Et si on reprend, par exemple, le cas du CEA, finalement, le cadrage du CEA, oui, mais regardez ce qui s'est passé avec EDF et le développement du programme électronucléaire. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a malgré tout évolué par rapport aux objectifs initiaux du CEA. Et puis, quand la bombe a été faite, là encore, le CEA, qui dans le, comment dirais-je, dans le dialogue un peu de plus en plus durci de la négociation avec EDF, finalement était le leader par rapport au gouvernement. Les jeux de pouvoir se sont ensuite transformés. Donc il faut voir quand même que cette notion de temporalité et d'évolution dans le temps va, même quelque chose qui va être cadré, amener à dériver. Ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout, hein, au contraire. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte aux évolutions de l'environnement et des circonstances. Dans les années 50, il y avait une forte différenciation entre l'entité, l'organisation et son environnement. Aujourd'hui, il n'y a plus cette différenciation, pour plein de raisons. Du coup, ce qu'on ne sait pas bien faire, ou ce dont on n'arrive pas bien à prendre conscience, c'est cette forme d'évolution, de transformation.
C'est ça la grande différence. Donc, avoir peur ou opposer comme ça, la période n'est plus tellement à ce genre de problématisation. Pour compléter peut-être ce que dit Anne, ça ne répond pas à votre question, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous souvenez peut-être de l'introduction de la notion d'entreprise à mission. Hein, il y a une espèce de confusion grandissante entre ce qui relève du service public qui devrait traiter l'intérêt général et ce qui relève de l'entreprise privée qui devrait s'intéresser à la production des biens et des services. Et parce que l'entreprise, elle est investie dans un environnement avec lequel elle devient de plus en plus congruente. Alors, on ne vous dit pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, et j'entends votre inquiétude, bien sûr, et vous pouvez compter sur nous, enseignants-chercheurs, évidemment, pour défendre la liberté de la recherche, ça c'est certain. C'est une chose en devenir. Hein. Vous nous avez posé la question, le hasard se gère-t-il, en nous apportant une réponse très, très ferme, non, le hasard ne se gère pas. Le risque, en revanche, on peut y réfléchir. Et vous nous avez proposé, pour y répondre, un petit historique, on va dire, très succinct, de comment, dans de très nombreuses périodes, les hommes ont essayé de gérer le hasard, justement, ou au moins le risque. Alors, bien sûr, nous sommes passés par la question, les planifications initiales, le taylorisme et la bureaucratie, initialement théorisée par Weber et souvent conspuée aujourd'hui, où le risque est géré par la prise de décision, mais qui pose problème parce que, justement, cette planification entre en contradiction avec toutes les formes de liberté que l'action de l'individu suppose. Et cette transformation et le risque, c'est d'autant plus transformé, on va dire, avec les évolutions actuelles, la mondialisation, qui ont remis l'imprévu et donc le hasard au centre de toutes les pratiques organisationnelles. Comme l'ont montré le scandale avec Volkswagen, mais aussi nous pouvons penser ici, par exemple, à la crise des subprimes, où les impacts ont été totalement imprévus économiquement et au-delà de toute frontière organisationnelle. Et de nouvelles tentatives ont émergé d'ailleurs sur ce point de vue-là, sur le rapprochement du privé et du public et le floutage des organisations privées et publiques de leur séparation, notamment dans le New Public Management. Et ça soulève évidemment le problème qui a été soulevé par l'intelligence collective aujourd'hui dans les questions, qui est celui de l'objectif. Est-ce que les objectifs privés correspondent finalement à ceux qu'on peut attendre d'une organisation publique ? Mais c'est peut-être aussi un shift dans la gestion du hasard et justement du risque. Toutes ces tentatives qui ont échoué à gérer le hasard se sont faites parce qu'elles considéraient le hasard comme un danger qu'il faut contrôler. Et nos conférencières aujourd'hui nous ont présenté justement qu'il y avait aujourd'hui des tentatives de gérer le hasard non plus comme un danger, mais comme un outil, comme une arme, dont il faut faire usage avec discernement. Même si d'autres cultures, d'autres civilisations avaient déjà pensé à utiliser ce hasard dans leur chasse pour être le plus imprévisible et le plus efficace possible, aujourd'hui on retrouve cette tentative d'utiliser le hasard pour être plus créatif, plus spontané aussi, dans nos organisations. Et cela appelle évidemment comme une métaphore que je me permettrai ici. Le hasard est une arme et donc on peut le comparer finalement à un outil comme un couteau qui peut être très utile, couper ou provoquer des blessures. Et c'est pour ça que nous avons parlé d'innovation mais aussi d'anticipation. Il est utile d'avoir un étui, un cône de plausibilité pour enfermer le hasard. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la conférence. Je remercie également nos deux conférencières. Et pour ceux qui seraient intéressés par une approche légèrement différente, mais dans la continuité, il y aura cet après-midi dans ce même amphithéâtre une conférence dédiée au hasard et sa place dans le marketing par Georges Léwy. Je vous remercie.